Manuel Fior? Manuel Fior. C'est la bonne prononciation? Oui, j'espère. Donc vous étiez ancien architecte et depuis 20 ans maintenant vous êtes dans la BD. Oui, Et pourquoi? parce que la BD, c'était ma toute première passion. Oui. Et comme on peut voir, j'ai commencé très très vite à être malade Malade, c'est-à-dire malade de cette forme d'art de le qui est titre de la la bande bande dessinée. dessinée. Mhm. C'est une maladie qu'on attrape tout petit. Euh, mes parents, ils n'étaient pas d'accord. Une famille, c'est mon père était pilote de chasse, militaire, comme ça. Du coup, j'ai jamais fait des études d'art. Et l'architecture, c'était pour eux un compromis assez raisonnable pour moi pour faire, comment dire, pour faire une carrière comme ça. Mais dès que je me suis diplômé, j'ai travaillé un petit peu et puis je suis presque spontanément revenu à la bande dessinée. Et ça c'est vous, tout ça? Ça, c'est les cahiers, oui, c'est moi. Je remplissais des cahiers comme ça de maths, d'histoire. Ah oui, mais vous aviez quel âge quand vous avez dessiné Là, ça? j'avais 7-8 ans, je pense. Ah, Hmm. je crois reconnaître Goldorak? Ouais, ouais. C'était à l'époque l'invasion des animés japonais, même en Italie. D'ailleurs, ils étaient achetés à la France. La France avait acheté Goldorak, comme ça. Et nous, on a acheté à la France. Du coup, on partage le même, comment dire, univers. Oui. Euh, Donc ça c'était quand vous étiez gamin oui. et vous êtes quand même devenu architecte parce que les parents voulaient pas que vous alliez dans ce Non, milieu-là? ça c'était pas l'art chez moi, c'était pas quelque chose d'envisageable. Il y avait personne de la famille qui, voilà, ils avaient une vision un peu carrée, disons. Mais, mais c'est vrai que à moi, ça m'a resté toujours, comment dire, le grande passion pour la bande dessinée, pour le dessin libre. Et dès que dans les années 2000, 98, je suis parti de l'Italie. Je suis allé vivre à Berlin, d'ailleurs, tout au côté Oui. Berlin. Et j'ai recommencé à faire la bande dessinée. C'était aussi l'époque, les années 2000, où ça reprenait en Italie un peu un discours sur le roman graphique. Même en France, on avait fait pas mal d'expériences avec l'association de romans graphiques qui avait un esprit un peu nouveau pour moi. Et du coup, ça m'a donné envie vraiment De plonger. replonger. Et là, mon tout premier livre, ça date, je pense, de 2003-2004. C'était l'histoire d'un Italien qui vit son dernière nuit à Berlin avant de revenir en Italie, un architecte. Du coup, j'ai mélangé des choses un peu autobiographiques. Après, j'ai vraiment quitté l'autobiographie, mais je recommençais un peu comme ça à parler de moi. Donc là, dessinée. Ouais. ce sont des planches en noir et blanc. Oui. Il n'y a pas de couleur du tout dans Non, dans ce récit-là, en non. fait. D'accord. Et pourquoi le noir et blanc au début, comme ça Parce que c'est un peu l'ABC de la bande dessinée. Je voulais, en recommençant à faire la bande dessinée un peu plus professionnellement, je recommençais de la base. J'ai ajouté une couleur après, Le rouge. le rouge. Et puis, comme pour moi, la couleur, c'est assez fondamental dans ma façon de raconter les histoires. Je me suis dit que j'allais quand même introduire la couleur d'une façon assez structurale. Le rouge, c'est une grande signification quand même. Hein. Ça, c'est une histoire qui mélangeait aussi une histoire mythologique de Icarus. Et du coup, le rouge, noir et blanc, c'était aussi, si vous voyez, à Knorr, il y avait des fresques qui étaient avec le rouge, le noir et le blanc. Du coup, ça rappelait un peu ça. Je crois. Donc là, vous n'étiez plus du tout architecte ou vous étiez encore dans la fonction d'architecte? Là, à l'époque, je faisais encore quelques boulots, c'était les premières années 2000. Mais dès que je suis arrivé en France, c'est-à-dire dans le 2007, j'ai complètement quitté, je me suis mis à bande dessinée intégralement. Et ça donne Mademoiselle Else? Ça donne Mademoiselle Else En parce France? que oui, c'était un livre que j'ai fait au début avec Delcourt qui m'avait demandé une adaptation. Moi, j'ai traîné pas mal de temps pour chercher quelque chose que j'étais convaincu. Et finalement, j'ai lu ce petit livre de Schnitzer qui est un monologue intérieur magnifique. Et je me suis dit, ah ben c'est lui. Et d'ailleurs, cet livre, ça m'a intrigué tellement que les thématiques qui sont traitées dans cette histoire-là, ils reviennent
de temps en temps dans les livres. Quelles sont-elles? Cet univers du début du siècle, la psychanalyse, la télépathie un peu, même cette histoire de grand chantage sexuel qui finalement est assez contemporaine, même si c'est de 1923, il y a 100 ans. Ouais. C'est malheureusement éternel. Ouais, il y a des choses qui reviennent. Qui me sont restées attachées, voilà. C'est une espèce aussi de... tout le livre tourne autour du corps de cette héroïne. Et là, on a vraiment des couleurs très pastel et un peu violine. Là, c'est un peu comme une photo, je trouve. Ouais, c'est une photo de l'époque un peu... mais le livre commence avec, comment dire, avec un chromatisme très fort et peu à peu, les couleurs, j'enlève un peu de couleurs jusqu'à la fin. Parce que finalement, c'est une tragédie, le livre, jusqu'à rester, la dernière page, vous voyez un peu là, presque à quelques nuances. Du coup, c'est comme si on enlevait à chaque fois une couleur à la fois. Mais vous faites tout, vous faites le dessin et l'adaptation de l'histoire? Oui. Là, l'histoire était de Schnitzler et j'ai fait la scénarisation. Oui, l'adaptation. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette façon de travailler? Vous partez de l'adaptation, de la scénarisation du récit pour trouver ensuite vos dessins, ou est-ce que vous imaginez tout de suite en lisant le récit ce que ça peut donner visuellement? Disons que là, j'imaginais tout de suite les atmosphères. Mais après, imaginer, c'est pas dessiner. Imaginer, c'est comme d'avoir un mirage. Voilà. On dit, ah, j'ai vu, j'ai compris. Mais après, pour traduire le mirage sur le papier, il faut du temps et des expériences aussi. Et là, j'ai commencé 2 ou 3 fois le livre avant de trouver la clé pour l'ouvrir. C'était aussi une clé très connotée à cette période, de la fin du siècle. Du coup, j'ai pas mal regardé Klimt, Schiele, Kokoschka, tous ces dessinateurs qui avaient une grammaire très définie et qui m'ont beaucoup aidé dans cette... c'est la seule adaptation que j'ai faite, parce que normalement j'écris mes propres histoires. D'accord. Donc après, on arrive à votre période justement de création absolue avec vos propres histoires. Qu'est-ce qui vous a inspiré ensuite? Et où étiez-vous? À Paris encore? J'étais à Paris, oui. J'étais à Paris. J'ai commencé ce livre qui s'appelle 5000 km par seconde, qui est un livre faussement autobiographique, c'est-à-dire qui met en place toutes les villes où j'ai habité pour travailler jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire l'Italie, la Norvège. Avant d'arriver en France, j'ai vécu en Norvège. Venise aussi, non? Venise après. Après, ok, pardon. et l'Afrique, l'Égypte, parce que j'étais assistant archéologue en Égypte. Et du coup, au lieu de raconter ma propre vie, j'ai pris 3 personnages qui ont fait 3 choses des choix différents selon au rapport à ce que je fais. Pour faire une espèce d'expérience chimique, qu'est-ce que ça va passer si j'aurais fait ça? Alors, à lui, je lui donne ça, à elle, je lui donne... Et les 3 personnages sont devenus 3 vies possibles que j'aurais pu faire. Et finalement, c'est une histoire de 2 garçons et une fille, pour le gym. Le cinéaste français, ce que vous me racontez là un peu, non? Truffaut, Truffaut, oui. Le livre prend les moments clés de plus ou moins 30 ans de leur vie. Alors, quand ils sont très très jeunes, et après il prend des autres moments quand ils sont, parce qu'ils vont dans des parcours différents, et après il le reprend 30 ans après quand ils se rencontrent dans un bizarre rendez-vous, voilà, 30 ans après, et où toutes les dynamiques finalement deviennent claires de ce triangle amoureux. D'où vous me citez Truffaut, oui, ok, je comprends mieux. Mais alors, vous êtes où, vous, dans ce scénario, dans ces 3 personnages? Moi, je suis dans tous les 3. Ah bon? Mais c'était aussi une expérience pour moi, dans les moments où on a peur que ta propre vie balance dans une direction, on jette cette peur sur un personnage et on lui fait faire des choses peut-être que tu n'aurais jamais fait. Au contraire,
on le fait encore plus timide que toi, encore plus renfermé que toi. Alors, tu vois, comme les trois choses différentes. C'est vraiment un jeu de rôle, presque psychologique, où tu mets une partie de toi, une petite goutte de toi dans chaque personnage. Mais après, si un personnage est une femme, peut-être la réaction est différente. Je vois que ce sont des planches, donc c'est vraiment les planches de travail avant que l'ouvrage ne paraisse. Hein. Oui. Donc c'est quoi comme technique? Parce que c'est de l'aquarelle? Cette technique-là, c'est de l'acrylique liquide. De l'acrylique liquide, ok. L'acrylique, c'est un peu comme l'aquarelle, mais sauf que les couleurs sont un peu plus résistantes. D'accord. Mais j'ai changé pas mal, surtout dans les premières années de technique. Ouais. Ces pages-là, ils sont assez, comment dire, le dessin, il est assez grossier. Après, au fur et à mesure, il devient un peu plus... Il s'affine? S'affine. Ouais. Les dessins est toujours, comment dire, un reflet des périodes de la vie. Il y a des moments de la vie où tu affines, il y a des périodes de la vie où on détruit des choses. Ouais. Et le dessin, je trouve, quand on le fait tout le temps, chaque jour, c'est comme un sismographe, c'est comme un bon... C'est le prolongement de ce qu'on est. Oui. Donc forcément, ça peut changer. Ouais. Avec l'humeur. C'est un bon témoignage de oui. ce qu'on a été. C'est ça. Oui, de ce qu'on est toujours. Oui. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Il y a combien de tomes sur cette histoire à trois? Il y a combien de tomes? Juste un tome. Il y a juste un tome pour raconter tout ça? Waouh, oui. C'est foisonnant. Ensuite, c'est quoi la période? On quitte Berlin, on quitte l'Égypte, on quitte tout ça. Et comme je vous ai expliqué, il n'y a pas vraiment de chronologie. Oui. Il y a comme des chapitres. Voilà. Okay. Là, c'est illustré la littérature parce qu'entre-temps, je fais beaucoup d'illustrations. Je fais à côté de la bande dessinée. Et j'ai eu la chance d'illustrer aussi là, c'est Romain Gary, La vie devant soi, par exemple, qui m'a été proposé par Gallimard, ou encore Dickens, Fred Ullman. C'est du coup plusieurs regards sur mon travail. Après, l'illustration, c'est toujours, comment dire, quelque chose pour affiner des techniques qui seront mises dans la bande dessinée, par exemple. Du coup, toutes ces choses sont entremêlées. C'est pour ça aussi qu'on voulait faire une expo pas, comment dire, pas trop didactique, chronologique, mais montrer comme tous ces aspects, ils passent entre les travaux, les choses. Alors le dessin, il est accessible. Ça s'adresse à qui en principe? Pardon? Ça s'adresse plus aux adultes? Moi, je ne pense jamais à qui s'adresse au dessin. J'essaie de faire des beaux dessins. Ouais. Moi-même, quand j'étais enfant, j'ai regardé des livres aussi qui n'étaient pas faits pour les enfants, même avec des trucs de violence, de danse, ça me plaisait beaucoup. Je trouve que... je n'ai jamais pensé... J'aime bien aussi terrifier les enfants, pourquoi pas? Parfois, avec le chant de Noël, c'est bien de faire des choses qui fassent un peu peur. Moi, j'avais une peur incroyable de Pinocchio, par exemple. J'avais une édition illustrée, ça me faisait très très peur. Ça m'a beaucoup marqué. Et pourquoi? Parce que c'était une poupée de bois qui roule les yeux, ça me faisait vraiment très très peur. C'est une chose qui toujours, ça me fait rend pas très à l'aise. C'est comme un clown en fait, c'est Pinocchio pour vous, le clown qui fait peur. Mais c'est une espèce d'objet inanimé qui parle. Et là, on est plus sur des dessins qui font peur justement, hein, parce que là, on ne peut pas dire que ce soit très réjouissant. Là, c'est le chant de Noël de Dickens. C'est toujours le chant de Noël, ça? Ça, c'est le chant de Noël, c'est juste le... Ah oui, c'est pour ça. Puis on revient à la bande dessinée. 2 livres, Celestia, qui est le livre de science-fiction sur Venise. L'entrevue, qui est un autre livre qui est paru juste avant Celestia. Et les 2 livres, ils ont noir et blanc et couleur. Oui, on revient au noir et blanc, on revient vraiment au paradoxe en fait. On a l'obscurité totale et on a des planches où on a l'impression qu'il fait très très chaud et que le soleil est à son firmament. Les livres, ils partagent le même personnage, héroïne féminin, qui est Dora, qui est cette fille avec un gros nez. D'accord. Qui est là. Ici, c'est un personnage qui est...
m'avait pas prévenu, mais qui est sorti De nulle comme part. ça, de nulle part, et m'a beaucoup intrigué. C'est Ouais. une jeune gamine un peu folle. Et du coup, on les a mis ensemble, et là, il y a plusieurs dessins, couvertures qui me représentent aussi. Alors lesquels, par exemple C'est toujours la même chose. Ouais. Alors là, ça me fait plus penser, moi, une actrice de Pedro Almodovar. Ouais, peut-être, ouais. Dora, Ouais. on pourrait la croiser dans la vraie vie. Ah, je l'ai creusé plusieurs fois. Ouais. Ah oui? Oui, oui. Je croise toujours les personnages que je dessine. Ah bon? Oui, oui, oui. Mais c'est-à-dire que Ah, c'est après, avant de les dessiner ou après? Après. Après. C'est ça la magie. On ne s'inspire pas un personnage existant. Je le dessine et après je le rencontre. Incroyable. Oui. Mais c'est toujours comme ça. Mais c'est un métier magique. C'est un métier vraiment de magicien. Ah ouais? Je suis convaincu de plus en plus. Ouais. D'accord. J'ai rencontré ma copine en la dessinant avant. Ah bon? Ouais. Eh ben. Il faut faire attention à ce qu'on dessine. Parce qu'après, ça devient réalité. Donc tous les célibataires qui écoutent ce podcast vont tenter de faire la même chose, dessiner une personne et peut-être que... Il faut dessiner beaucoup. Voilà, beaucoup. Beaucoup. Ouais. Ah oui. Pas juste une fois. Il faut D'accord. dessiner toujours et alors la magie arrive. Incroyable. Alors là, tout ce qu'on voit, c'est juste magnifique. Il faut vraiment prendre son temps pour voir les couleurs. À chaque fois, c'est beau. Tous vos personnages, j'ai l'impression que ce sont nos voisins. Voisin? Oui, Dans qu'on quel pourrait sens? rencontrer dans une ville, dans toutes les villes finalement. Le premier dessin que j'avais fait de Dora, j'étais fasciné pour cette nez qui était gros mais qui était très élégant. Et du coup, j'essaie de le suivre, de le dessiner de plusieurs points de vue. Et lui aussi, je ne sais pas, lui c'est un autre personnage, il s'appelle Raniero, qui fait partie de l'histoire. Et on fait plusieurs essais et puis on arrive à un petit portrait qui normalement nous regarde, où il y a même la position de l'épaule. Ouais. Et j'ai l'impression de le connaître, même si je ne le connais pas. J'ai l'impression de l'avoir connu, de savoir comment il parle, d'entendre le ton de sa voix. Même les mouvements de ses mains, s'il a les pantalons trop grands, je sais pas. Il y a un déclic qui me fait penser que ce personnage-là peut devenir un personnage Réel. réel dans la bande dessinée. Ouais. Ouais. Sur le papier Ouais, et puis ouais. ensuite... Et qui peut avoir un rôle, et ouais. qui peut dire des choses intéressantes et faire des choses qui m'intéressent. Mais alors, il y a un mot qui est arrivé comme ça tout de suite au début de notre conversation, c'est le scénario. Est-ce que ce serait vraiment chouette pour vous que quelque chose apparaisse sur grand écran? Parce que visiblement, le cinéma, c'est quand même une source d'inspiration. Là, sur cette histoire-là, il y a eu plusieurs essais d'en faire un film. Ouais. Le dernier, c'était assez, abouti, mais finalement, il y avait même le réalisateur comme ça, et c'est finalement une histoire très filmique, disons. Oui. Mais après, le projet s'est écoulé, c'est cassé la gueule. C'était d'abord une production italienne et après une production américaine. Mais je préfère après qu'il y ait pas de film si le film doit être pas abouti, parce que c'est des histoires qui me sont très chères et des personnages aussi que j'ai envie de respecter. Donc ce serait compliqué de trouver quelqu'un qui interprète ce personnage. Ce serait possible. Les deux, on l'avait déjà trouvé dans la production italienne et ils étaient... D'ailleurs, lui, c'était un acteur français. C'était Jean Daroussin. Jean Daroussin, ah oui, Jean Daroussin, oui. Qui avait un peu cette... ce visage, ouais. Moi, il me fait penser à Louis Chédid. Ah, le chanteur de Louis Chédid. Il a un peu ce look-là. Elle était une autre actrice italienne qui s'appelle Alba Rohrwacher. Mais voilà, après, ça s'est rien donné. C'est bien comme ça. Ça ne devait pas se... Un Italien à Paris, est-ce qu'un Italien qui se balade dans le monde, et je sais que de temps en temps à Bordeaux, pourrait
pourrais finalement trouver un scénario ici, dans ces vieilles pierres, dans cette ville au bord de la Garonne. Est-ce que c'est inspirant ou pas? Oui, mais moi je trouve qu'il faut vraiment connaître bien les choses pour faire naître une histoire. Souvent, ça ne me suffit pas, genre une visite comme ça. C'est pour ça que Paris, là j'ai vécu 14 ans à Paris et je n'avais jamais fait des histoires sur Paris, toujours sur des choses lointaines. Et puis là, c'était pour un magasin italien, j'ai dû faire une espèce de reportage sur Paris. Alors je racontais, au lieu de faire un reportage, une vieille histoire, un vieil souvenir que j'ai eu, genre un voyage scolaire que j'avais fait pendant le lycée avec cette enseignante de philosophie absolument détestable qui nous avait presque gâché la vacance. Et un peu en revanche, je lui fais faire une fin qui n'est pas très drôle. Mais ça m'a beaucoup plu faire ça parce que j'ai montré d'un côté toute cette partie. Moi, j'habitais longtemps à Paris, à côté du marché de Puce, dans le 18e. C'est un quartier très populaire. Et j'aimais bien montrer cette. Comment dire, cette animation permanente. Cette arrivée avec toutes les clichés qu'on peut avoir sur la ville de Paris, cette clash en arrivant de cette école dans un quartier comme celui-là, qui est un quartier un peu comme ça, non? Oui, oui. Oui, avec les sex toys, oui, oui. C'est sur l'image, hein, je précise. Je ne le sors pas comme ça. C'est une espèce de contradiction entre ce que les gens s'attendent et ce qui est cette ville dans la réalité. Après, moi je trouve que il y a un côté de Paris que même avec toutes les contradictions, il y a un côté de Paris encore qui a une fascination pour les gens, même pour ceux qui ont fait mon métier d'artiste, qui est très attirante. D'ailleurs, moi je suis arrivé là pour faire la bande dessinée. Et du coup, j'avais envie de faire cette petite histoire. Mais voilà. Donc Bordeaux, pour l'instant, rien de... La prochaine fois, peut-être. Là, il y a un livre que j'ai fait il y a quelques années, en collaboration avec le musée d'Orsay, qui m'avait laissé les portes ouvertes, même les portes derrière les salles ouvertes. Et là aussi, j'ai inventé une histoire sur la vie de certains peintres qui sont affichés au musée, notamment Degas, Il y a aux enfants, et qui a mené dans les pages pour la première fois la technique de la gouache, qu'après je utilisais dans les autres pages, une technique de peinture, vu que je devais dessiner la peinture. D'accord. Voilà. Incroyable, 20 ans de bande dessinée. Là, on a des couleurs très flashy sur les planches suivantes qui font quasiment la finalité de cette exposition. Déjà, ça passe très vite. Hein. Là, il y a ma toute dernière bande dessinée qui s'appelle Ibericon, et c'est une histoire aussi qui se joue entre la Berlin des fin des années 90 et l'Égypte, encore des endroits où j'ai vécu, où j'ai travaillé, qui raconte l'histoire d'une fille qui, dans la Berlin des fins des années 90, doit travailler à une expo sur la découverte de la tombe de Toutankhamon. Du coup, il y a des allers-retours entre cette époque, l'époque il y a 100 ans quand la tombe était découverte, le passé très très lointain quand la tombe était renfermée, une espèce de voyage dans le temps qui est finalement un peu comment dire, peut-être la représentation de tout mon travail et aussi de cette expo, un voyage des allers-retours dans le temps continuel. Le dessin de nuit, pourquoi le dessin de nuit? C'est Sarah qui a voulu les appeler comme ça, parce que c'est des dessins que je fais normalement quand j'ai terminé de dessiner. C'est-à-dire quand j'ai terminé de faire ma planche, parce que notre métier d'auteur de bande dessinée est assez, comment dire,
réglo, quoi. Enfin, il faut faire c'est carré. Par jour, assez carré. Hein. Oui. Et du coup, on a, comment dire, un planning assez qu'il faut respecter. Oui, c'est ça. Et parfois, quand j'ai terminé de dessiner sur ma planche, je me mets sur des petits dessins comme ça, complètement improvisés, comme un dessin automatique. Oui. Et là, on ne sait pas qu'est-ce qui sort. Des choses auxquelles, je ne sais pas, ça dépend des couleurs comme ça. Mais il y a des images récurrentes parfois. Et je me dis que peut-être ça, c'est le début d'une nouvelle histoire. Des nouvelles histoires. Et alors, donc, vous les gardez je les garde, comme ça. Des paquets comme ça. Et est-ce que ça a déjà été le début d'une histoire? Ça commence. Ah, bonjour madame. C'est l'écrivain? Oui, le dessinateur. Ouais. Oh, oui, c'est très bien, enchantée, parce que tout à l'heure je suis venue et vous êtes aussi occupée, mais le poté il ne me laisse pas là, juste pour vous dire merci beaucoup, parce que je vais revenir et pour bien lire, et bien, j'ai trop aimé. Merci beaucoup. On a la chance de vous connaître et d'être ici, parce que c'est la première fois, ils font une exposition où je vous vois, voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec plaisir, ouais. Vous avez que ça ou vous avez fait d'autres choses aussi? Bon, là, il y a une grande partie de ce que j'ai fait. Ah, ça demande beaucoup des efforts, ça demande beaucoup de temps, ouais. C'est une grande partie, après c'est des petites parties de tout le livre, parce que c'est quelques planches. Et parce que toujours, je ne suis pas écrivain, mais j'adore toujours il y avait l'écrivain, il a deux sens. Sens propre, il garde pour lui-même et pour les autres. Est-ce que vous, pareil, vous dites au public que ça c'est normal, mais votre... Je sais pas, on commence en faisant les choses pour soi-même, mais après on fait des livres, du coup il doit être lu et on s'habitue de plus en plus à ça. Super. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des enfants dans vos histoires? Parce que là, c'est une personne qui adore votre travail. Est-ce qu'il y a des enfants parfois dans les histoires? Parce que j'en ai pas vu beaucoup. Il y a des enfants, pas dans cette histoire-là. Il y a un enfant, de l'autre côté. Ouais. Il n'y a pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas juste dans Céleste, il y a un enfant qui a un rôle assez clé de guide. Il y a comme des enfants qui prennent le relais des adultes. Qui est, comme on imagine un futur dans la vie, où il y a beaucoup d'adultes qui n'arrivent plus à comprendre ce qui s'est passé, où ils sont, et il y a comme une espèce de communauté d'enfants qui semble être plus lucide que tout ce qui est en train de se passer. On était juste en train de dire qu'il y a une histoire qui est peut-être en train de naître de ces petites images, de ces dessins de nuit. Peut-être, mais bon, comme là je suis maintenant au travail sur mon prochain livre, ce sera une adaptation d'un livre français dont je ne peux pas encore révéler le nom. Ah, dommage. Mais en même temps, voilà, ça c'est une activité comme de dessin automatique pour faire ressortir des choses, des ambiances. Oui, c'est votre esprit qui se libère aussi de ce qu'il n'a pas pu mettre sur les planches, peut-être. Oui, aussi parce que quand même, quand on fait notre métier, après, c'est comme ça que chaque dessin, ça doit être en fonction d'être publié ou, dans un livre. Et finalement, je ne retrouve pas beaucoup de temps et de dessins qui sont vraiment libres, juste pour être faits comme ça. Mais j'aime bien de garder cet espace-là. Avec tous ces voyages, si on part par exemple dans la gastronomie, ce serait quoi le plat Gastronomie? Oui. À Venise, il y a un restaurant japonais qui semble pas du tout japonais, mais qui cuisine avec l'ancienne cuisine vénitienne, mais en faisant des mélanges. Et peut-être c'est ça mon truc préféré, le mélange total. C'est curieux comme question, mais souvent quand on voyage, on a comme ça des repères aussi. Et puis ce qu'il y a dans l'assiette, ça nous marque aussi finalement. Merci beaucoup Manuel Fior. Manuel Fior. Manuel. Merci à vous. Merci beaucoup.